la suite du protocole de Kyoto de 1997, le dioxyde de carbone fut officiellement désigné comme le gaz responsable du réchauffement climatique. La réduction des émissions de ce gaz est, depuis, régulièrement désignée comme une priorité par nombre de gouvernements et pouvoirs publics. Représentant approximativement 20% des émissions totales de ce gaz, le secteur des transports, et plus particulièrement l'automobile, sont étrangement montrés du doigt de manière récurrente. Dans l'optique de réduction des émissions de ce gaz, différentes options ont été testées par les pouvoirs publics nationaux et transnationaux. Parmi elles, la promotion du moteur diesel permettant des consommations inférieures au moteur essence et par voie de conséquence des émissions de CO2 en retrait fut privilégiée. Oui mais voilà, le mode de combustion spécifique du diesel a contre lui l'émission de plusieurs polluants. Citons par exemple les oxydes d'azote ou NOx dont les effets néfastes sur l'environnement sont aujourd'hui bien documentés. Citons également et surtout les hydrocarbures imbrûlés, composés volatiles hautement cancérogènes contre lesquels les filtres à particules ne peuvent en réalité pas grand-chose. L'affaire remontant à 2015, surnommée Dieselgate, durant laquelle les dirigeants du groupe VAG ont admis avoir installé un logiciel frauduleux permettant de réduire artificiellement les émissions d'un véhicule dès lors que celui-ci se trouvait en condition de test, semble avoir scellé le sort des moteurs diesel. La disparition progressive des moteurs fonctionnant au gazole et leur remplacement récent par des motorisations essence de type downsizing n'a pas solutionné le problème, loin de là. La généralisation de l'injection directe sur ce type de moteur a eu le résultat suivant. Le niveau d'émission de particules de ces derniers, en particulier à froid et lors de fortes accélérations, est monté en flèche. Malheureusement, et comme on pouvait s'y attendre, l'installation récente de filtres à particules sur ces moteurs n'a pas apporté la preuve d'une efficacité supérieure à leur utilisation combinée aux moteurs diesel. Mais surtout, la généralisation des moteurs essence combinés ou non à des systèmes de traction hybride ne règle pas le problème d'émissions de CO2. Bien au contraire. Le coup de grâce pour les moteurs thermiques a été porté par les pouvoirs publics. La ville de Paris, par exemple, a confirmé en mars 2020 l'interdiction de circulation des véhicules diesel à partir de 2024, peu avant celle des véhicules essence prévue pour 2030. Pour finir, l'interdiction de la vente de véhicules neufs fonctionnant au gazole en France est prévue à l'horizon 2040. La propulsion électrique est depuis quelques années annoncée comme l'alternative la plus crédible à ce changement. Les consommateurs, réticents de prime abord, semblent emboîter le pas ces derniers mois. En effet, la progression de vente des véhicules électriques neufs ne laisse que peu de doutes à ce sujet. À titre d'exemple, la citadine électrique du constructeur Renault, la Zoé, remporte un succès indiscutable non seulement en France, mais aussi en Europe. Les résultats inédits en bourse de Tesla et l'explosion du volume des ventes de la marque au niveau mondial durant l'année 2020, et ceci malgré un marché décimé par la crise sanitaire, parachèvent le tableau. Et le mouvement semble général, le nombre de projets de véhicules 100% électriques dans les cartons des constructeurs traditionnels étant en explosion. À ce stade, il est important de préciser que cette frénésie autour de la fée électricité a également pour elle d'autres motifs que l'absence d'émissions gazeuses issues du moteur. En effet, par rapport à leurs homologues fonctionnant au pétrole, les voitures électriques présentent des avantages incontestables. Absence de vibration, silence de fonctionnement, simplification de la technologie et réduction du nombre des pièces favorables en théorie à la fiabilité, et finalement coût de fonctionnement en termes énergétiques inférieur à celui des carburants issus du pétrole en 2021. Il n'en fallait pas plus pour que la propulsion électrique ainsi que ses promesses de zéro émission deviennent la nouvelle marotte des pouvoirs publics. À ce sujet, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, tweetait récemment : La voiture fait plus que nous déplacer, elle est un mythe. La voiture de demain est électrique et cohabite davantage avec les transports en commun, le vélo ou la marche. Alors, la voiture électrique est-elle la solution ? Si les déclarations dithyrambiques de politiques semblant bien peu au fait des réalités scientifiques suffisent à nourrir les médias, la réalité est malheureusement loin d'être aussi évidente et tranchée.
En effet, le passage à la propulsion électrique pose d'ores et déjà de nombreux problèmes d'ampleur. Les voici. Si les émissions de particules en suspension dans l'air issues des pots d'échappement sont régulièrement montrées du doigt, celles issues de sources différentes sont étonnamment passées sous silence. Un rapport datant de 2017 et édité par l'organisme Airbraze les répertorie. En 2016, les sources de particules mesurées dans l'air non issues des échappements étaient classées dans cet ordre. Tout d'abord, l'usure de la route causée par le frottement des pneus sur la chaussée. Celle-ci est estimée à 7% des émissions globales de particules. Vient ensuite l'usure des freins des véhicules. Représentant 8% des émissions globales, elles sont dues à la décomposition des plaquettes et mâchoires lors des phases de freinage. La troisième source est l'usure des pneus, comptant pour 12%. Et finalement, un phénomène appelé remise en suspension de poussière présente dans la chaussée complète le tableau à hauteur de 26 à 38% selon les heures de relevé. Le véhicule électrique reprenant les mêmes types de freins et de pneus que le véhicule thermique ne permet donc pas de régler ces problèmes. Plombés par des batteries de grande taille dans le but d'assurer une autonomie acceptable, la plupart des véhicules électriques pèsent bien plus lourd que leurs homologues thermiques. À titre d'exemple, une Renault Zoé de taille similaire à une Clio à motorisation thermique pèse 300 kg de plus que sa cousine, soit une augmentation de la masse de 25%. Si le freinage par régénération permet certes une réduction de la pollution par particules issue de l'usure des plaquettes de frein, cette masse additionnelle a pour effet une usure des pneus ainsi que de la chaussée en hausse. En effet, la résistance au roulement d'un véhicule, et donc la source de cette usure, est directement proportionnelle à la masse de celui-ci. Les remises en suspension de particules suivent malheureusement la même courbe que la hausse du poids des véhicules due à leur électrification. Ainsi, une étude datant de 2016 n'hésite pas à prédire non pas une réduction, ni même une stagnation, mais une hausse des émissions de particules par remise en suspension, mais aussi usure de la chaussée et des pneus due à la généralisation des voitures électriques. Il est nécessaire à ce stade de rappeler que le CO2 n'est pas un polluant. Il s'agit toutefois du gaz qui fait consensus dans les milieux politiques comme traceur de l'impact écologique d'un moyen de transport. La voiture électrique, ne produisant pas de combustion, n'est donc pas émettrice directe de CO2. Seulement voilà, sa production se révèle nettement plus énergivore et donc émettrice de dioxyde de carbone que celle d'une voiture thermique. En cause, la batterie qui compte pour la moitié dans les besoins énergétiques liés à sa fabrication. L'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie estime à 70 000 mégajoules l'énergie dépensée pour construire une voiture thermique contre 120 000 mégajoules pour une électrique. La prédominance actuelle de la Chine sur la production mondiale de batteries n'arrange pas les choses. En effet, faisant encore très largement appel aux ressources fossiles pour produire son énergie, le bilan carbone de l'empire du milieu est de fait mauvais. Plusieurs études évaluent à 40 000 km la distance minimale à parcourir pour que le véhicule électrique puisse compenser le surcroît d'émissions carbone dû à sa fabrication. Mais attention, ce chiffre n'est valable que dans le cas où la production de l'énergie utilisée par le véhicule pour se mouvoir est issue de sources partiellement ou totalement décarbonées. C'est par exemple le cas en France du fait du recours massif au nucléaire ou encore en Norvège produisant près de 100% de son électricité grâce à des centrales hydroélectriques. Mais ce n'est pas du tout le cas dans la plupart des pays industrialisés. En Chine, au Japon, aux États-Unis ou encore aux Pays-Bas, le recours aux énergies fossiles dans la production de l'électricité à destination des véhicules électriques dépasse les 80%. Dans ces conditions, la distance que doit parcourir une voiture électrique pour émettre moins de dioxyde de carbone que son homologue essence ou diesel peut atteindre les 160 000 km. Classé rouge vif par le World Materials Forum en raison d'un risque de rupture d'approvisionnement et de son importance pour l'industrie automobile, le cobalt est devenu depuis peu un enjeu stratégique majeur. En effet, composant essentiel des batteries lithium-ion, on le retrouve à la deuxième place en termes de masse des métaux employés pour leur fabrication.
Un rapport publié en 2020 par l'ONU révèle que la majeure partie du cobalt utilisé dans la construction des batteries à destination des véhicules électriques est extrait en République démocratique du Congo. Dans ce pays, on estime à 20% la proportion des mines dites artisanales. Les conditions de travail dans celles-ci y sont décrites comme rien moins qu'épouvantables. Les chiffres sont accablants. Il est estimé qu'en 2020, jusqu'à 40 000 enfants travaillaient dans des conditions extrêmement dangereuses avec un équipement de sécurité inadéquat pour un salaire de misère. De plus, les enfants ouvriers sont exposés à de multiples risques physiques et abus psychologiques. Si le gouvernement du pays promet certes l'élimination du travail des enfants dans les mines à l'horizon 2025, rien n'indique que les conditions de travail des adultes censés les remplacer seront meilleures. Le lithium, métal indispensable à la fabrication des batteries, n'est malheureusement pas plus vertueux. Le problème dans ce cas est lié à des consommations d'eau démesurées. En effet, pour extraire une tonne de lithium, il est nécessaire d'employer près de 2 millions de litres d'eau. À titre d'exemple, dans le salar de Atacama au Chili, l'extraction du lithium combinée avec d'autres activités minières engloutit à elle seule 65% de l'eau disponible dans la région. Confrontés depuis toujours à des problèmes de pénurie d'eau, les agriculteurs en sont aujourd'hui réduits à lutter pour la survie de leurs troupeaux et de leurs cultures. Toujours en ce qui concerne le lithium, les risques sur la santé des personnes travaillant dans les exploitations minières sont réels. Le fait de respirer de la poussière de lithium ainsi que les composés de lithium alcalin a pour effet des irritations des voies respiratoires. Pire, une exposition prolongée au lithium et l'accumulation dans les poumons de ce métal ou de ses dérivés peut conduire à moyen terme au développement d'œdème pulmonaire. Finissons par les risques liés au graphite. Bien que n'entrant qu'à faible pourcentage dans la composition des batteries, ce minerai est essentiel entre autres pour la production des anodes. En 2016, le Washington Post publiait un reportage décrivant les conséquences de l'exploitation du graphite pour les populations locales. Eau des puits devenue imbuvable, contamination aérienne par déposition directe sur la peau et les aliments, ou encore mort de nombreux arbres et végétaux. Cette pollution de masse est suspectée de provoquer de nombreux problèmes de santé, notamment des crises cardiaques et des affections respiratoires graves. Le rapport de l'ONU de 2020 se penche également sur les conséquences environnementales liées à l'extraction des minerais utilisés pour la fabrication des batteries. Citons tout d'abord les phénomènes de drainage minier acide. Le nombre d'exploitations minières explosant en République démocratique du Congo, de nombreux sites abandonnés ou non voient des minéraux soufrés remonter en surface de manière anarchique. La mise en contact avec l'air aboutit à une production incontrôlée d'acide sulfurique. Cette situation a pour effet inévitable la pollution durable des eaux potables et d'irrigation. Viennent ensuite les problèmes de poussière rejetée dans l'air durant l'exploitation de la mine. Certaines de ces poussières sont pointées du doigt comme pouvant contenir des métaux toxiques tels que l'uranium. À titre d'exemple, en 2018, des traces d'uranium à l'intérieur du cobalt extrait de la mine de Kamoto dépassant les limites acceptables ont conduit à l'arrêt total de la production. Pour finir, et comme dans le cas de toute exploitation minière, les dommages en termes de saccage de paysages millénaires sont encore mal évalués, mais déjà visibles. Ce dossier ne serait pas complet si la question des déchets radioactifs n'était abordée. Sur ce point, le cas de la France est de loin le plus inquiétant. Si le recours massif au nucléaire pour fournir l'énergie nécessaire à l'utilisation, voire à la fabrication de voitures électriques, permet à la France de se targuer d'une énergie peu dépendante des sources fossiles et donc de se vanter d'émissions de CO2 inférieures à ses voisins, la question du traitement des déchets est tout sauf résolue. C'est ce qu'indique un rapport mondial publié en 2020. La France n'a toujours pas de solution opérationnelle pour le stockage des déchets de faible et moyenne activité à vie longue et des déchets de haute activité.
Plus grave, plus de 70 ans après le début de l'ère nucléaire, aucun pays au monde ne dispose d'un site de stockage géologique profond en exploitation destiné aux combustibles usés. Pour se faire une idée de l'ampleur du désastre, la production de déchets nucléaires du parc européen sur toute sa durée de vie est estimée à 6,6 millions de mètres cubes environ. À ceci va s'ajouter sous peu le démantèlement de nombreuses centrales en fin de vie, ce qui va générer d'énormes quantités de déchets radioactifs. Rappelons que l'activité radioactive des déchets dont la vie est la plus courte est supposée perdurer 300 ans. Pour les déchets à vie longue, si aucun consensus n'émerge réellement, les estimations les plus pessimistes tablent sur plusieurs millions d'années. Selon les dernières études de l'INSEE, il y aurait aujourd'hui un peu plus de 32 millions de véhicules en circulation dans l'Hexagone. Une étude menée avec la Fondation pour la Nature et l'Homme estime à 4 millions le nombre de véhicules électriques en 2030 et 10 à 12 millions en 2040. Même en prenant en compte les scénarios les plus optimistes publiés par l'ADEME, incluant une part du nucléaire dans la production d'électricité passant de 70 à 30% au profit d'énergies renouvelables, la consommation due aux voitures électriques devrait générer plus de 3 fois plus de déchets nucléaires qu'elle n'en générait en 2020. Merci d'être fidèle à cette chaîne. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous et actionnez la cloche pour être sûr d'être notifié lors de la publication de nouvelles vidéos.